Donc cette soirée est organisée par les Oranges Montreuil et par le comité Montreuil-Palestine. J'en profite pour rappeler en fait notre engagement à nous, le comité Montreuil-Palestine. Donc nous luttons pour la réalisation des droits du peuple palestinien et notamment le droit au retour. Et on le fait via la campagne BDS, donc boycott, désinvestissement, sanctions. Donc nous sommes des soutiens actifs de cette campagne qui vise à contraindre l'État français donc à cesser son soutien économique, diplomatique, militaire au régime colonial israélien pour le forcer donc à cesser cette oppression. Donc cette campagne BDS vise surtout à contraindre en premier lieu l'État qui est le nôtre et qui est complice du régime colonial israélien. Alors, pour introduire, donc sans exhaustivité aucune d'ailleurs, qu'il s'agisse de la grande révolution haïtienne qui s'est déclenchée il y a maintenant 228 ans, en 1791, ou de la grande marche du retour et de la lutte quotidienne du peuple palestinien, qu'il s'agisse du combat d'Assa Traoré et du comité pour Adama pour obtenir justice et vérité pour Adama Traoré, du collectif Vivolé, donc, qui réunit les familles des victimes de violences policières, qu'il s'agisse de la grève et de la répression sanglante de mai 67 en Guadeloupe, de la grève des salariés femmes racisées contre leur employeur honnête, de celle des agents de nettoyage du métro qui a lieu en ce moment même, qu'il s'agisse également du combat pour la reconnaissance officielle des crimes coloniaux qui ont eu lieu le 8 mai 1945 en Algérie ou le 17 octobre 1961 à Paris. Chacune de ces luttes, toutes ces luttes sont des résistances au colonialisme et à la colonialité du pouvoir, entendu comme la continuité des formes d'oppression, d'exploitation, de hiérarchisation et de domination qui émergent à l'époque moderne avec la colonisation, avec l'avènement de l'État moderne et du capitalisme. Alors, la colonialité républicaine française, puisque nous parlons ici depuis la France, pour reprendre donc les termes de Françoise Vergès dans son ouvrage Un féminisme décolonial. Cette colonialité a en héritage le partage du monde que l'Europe a tracé au XVIe siècle et qu'elle n'a eu de cesse de réaffirmer en utilisant le glaive, la plume, la foi, le fouet, la torture, la menace, la loi, le texte, la peinture, puis la photographie et le cinéma. C'est une colonialité qui institue une politique de vie jetable. Le colonialisme donc ne s'est pas évaporé comme on le croit parfois avec la décolonisation. Il produit encore des morts et il a toujours entraîné des résistances. Résistances largement occultées par l'histoire officielle qui est elle-même une production du pouvoir. Donc, quelles formes ont pris ces résistances? Pourquoi et par qui ces luttes décolonisées des immigrés et de leurs héritiers sont-elles passées sous silence? Et comment combattre cette silenciation et cette invisibilisation? Donc, pour en parler avec nous, nous avons donc Françoise Vergès, qui est politologue, militante féministe décoloniale, autrice de nombreux ouvrages sur l'histoire de la colonisation et de l'esclavage colonial, sur la Réunion aussi, et en particulier, donc je cite les deux derniers, Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme, et donc le dernier qui est sorti il y a très peu de temps, Un féminisme décolonial, et qui va nous présenter donc une intervention lutte, résistance, solidarité, alliance, une très longue et très diverse histoire. Et à ma gauche, donc, Mamed Kaki, militant de longue date et fondateur en 2004 de l'association Les Oranges, qui vise alors à écrire des pages de l'histoire de l'immigration oubliée, précisément par l'histoire officielle, et qui lutte également pour la reconnaissance de crimes coloniaux, en particulier donc, le 8 mai 1945 et le 17 octobre 1961. Et qui va nous présenter donc son intervention, en quoi le travail de la mémoire de combat contre l'invisibilité politique des Français héritiers de l'immigration coloniale peut-il faire sens aujourd'hui? Et donc, avant de leur laisser la parole, je vais demander donc, à Sadek
Alsar de venir pour vous présenter l'association qu'il a fondée, Salam for Yemen. Merci Sonia. Merci. Je me présente donc Sadek Alsar, je suis yéménite. Nous avons créé Salam for Yemen au mois de juin, donc suite à l'agression et à la guerre absurde, qualifiée absurde par le secrétaire général des Nations Unies, par la coalition saoudo-émirati. On appelle ça la coalition arabe, mais en réalité, ce n'est que les deux pays-là qui financent et qui réclament la guerre, donc au Yémen, mais aussi, vous le savez, en Syrie et en Libye. Et ils ont aussi, autrement, pas faire la guerre en Égypte, mais ils ont financé à hauteur de 22 milliards de dollars pour acheter le coup d'État contre un État, enfin, un président et un État qui était élu. Bon, ils ont une tendance, frères musulmans, on s'en fout, mais il ne fallait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. On est en face d'une dictature, la plus grande dictature que l'Égypte a jamais connue. Bon, on revient au Yémen. Donc, le Yémen subit une agression depuis 21 mars 2015. Aujourd'hui, on parle de 286 000 morts. Hein? Et on parle de 21 millions de personnes qui sont menacées de famine. Pourquoi? Parce qu'à côté de la guerre, que subit le Yémen depuis plus de 4 ans et 3 mois exactement, il y a un embargo terrible. Je ne veux pas tarder, simplement pour vous dire que la situation au Yémen est très catastrophique et il y a un blocus terrible, aérien, maritime et terrestre, mais il y a aussi un blocus, c'est ça le plus dur, médiatique. On ne parle pas du Yémen. C'est une guerre en silence. Pourquoi? Parce que tout le monde est trempé dedans, parce que tout le monde est complice. Les États-Unis en premier, le deuxième, le Royaume-Uni, la troisième, et c'est ça qui est malheureux, c'est la France. Notre pays qui pas seulement fait la guerre, mais qui, sinon monsieur Macron, qui a déclaré il y a 2 semaines, j'assume. Donc il assume de vendre d'armes pour tuer des enfants. Et ça, malgré l'avertissement des services de sécurité ou la DGST qui ont averti Macron et le ministre de la Guerre et le ministre, M. Le Drian, que je l'appelle l'avocat des diables. Pourquoi l'avocat des diables? Parce qu'il défend aujourd'hui la vente d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Donc, voilà. Nous allons donc organiser le 29 juin un die-in, rassemblement die-in, sur le parvis de droits de l'homme au Trocadéro. Donc, je vous invite tous à nous rejoindre et merci de me laisser la parole et bon courage et bonne chance à vous. Et donc, je laisse la parole à Mohamed Kaki. Merci Sonia. Et je vais vous dire, je suis très heureux d'être ici à Montreuil, une ville populaire, une ville qui compte beaucoup de militants qui sont aussi là et qui, on pourrait dire, un espace de combat. Et je suis très heureux. Aussi heureux d'être aux côtés de Françoise Vergès, grande militante aussi, puis aussi qui a beaucoup théorisé sur les aspects coloniaux. Alors, comment dire, dans un temps court, évidemment, il s'agit de faire un balayage. Hein, je ne vais pas aller approfondir. Et d'ailleurs, je voudrais dire d'où je parle, parce que c'est important. Je suis un militant associatif. Il y a des complices ici avec lesquels on a vécu la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme dans les années 80. Je pense à ma camarade Halima. Et évidemment, il y a aussi autre chose que je voulais dire, c'est que cette question de la domination, pour ça que nous, on intitule notre travail « Mémoire de combat ». Les mots sont importants, comme disait Noam Chomsky. Les mots font le monde.
Et donc, par exemple, moi, je refuse le mot « issu de », issu de l'immigration. Et ça, ce sont des inventions, parce que dans issu de, il y a voix sans issue, il peut y avoir plein de choses. J'ai appris même que c'était des issues, vous savez, dans les greniers, dans les campagnes, où il y a les mauvaises graines. Hein. On distingue les bonnes graines des mauvaises graines, et donc ces issues sont installées chez les paysans. Donc voilà, c'est important, et c'est pour ça que je préfère le mot héritier. Héritier dans le sens de l'héritage. Et c'est important aussi parce que souvent, quand on parle de l'histoire de l'immigration, etc., les journalistes souvent font comme si les choses s'étaient faites hier ou avant-hier seulement. Or, il y a une longue histoire de combat qui est très importante et qu'il nous faut à chaque fois rappeler et de nous inscrire dans cette histoire de combat. Et aussi, je le dis pourquoi ? Parce que je m'oppose aussi à ce qu'on appelle la mémoire mortifère ou misérabiliste, comme ils aiment bien aussi dans les médias, larmoyante, etc., alors que nous avons un héritage de combat, réellement, et je vais vous en parler tout de suite. Alors, il y a 2-3 questions qui sont importantes. C'est la question, et qui nous sont communes avec Françoise, je pense, c'est la question de l'invisibilité. Il y a un combat permanent dans l'histoire des Français héritiers de l'immigration coloniale de la question de l'invisibilité, et notamment aussi l'invisibilité par les corps. On en parlera aussi. Une autre chose importante, c'est la dimension de l'autonomie. Une recherche de combat par l'autonomie. Je me souviens aussi, dans les années 80, c'était aussi essentiellement ça. Et les structures en général classiques n'aiment pas l'autonomie. Et c'est pour ça que ça a déclenché, vous allez le voir, des combats redoutables, mais aussi des malheurs importants. Et donc, de tout ça, il en reste quand même des choses. Alors, ce que je voulais vous dire, d'abord, sur l'histoire de ce combat et de l'autonomie en France, moi je la date des années 26 notamment, avec la fameuse étoile nord-africaine. L'étoile nord-africaine qui est une émanation d'ailleurs communiste à la base et qui se battait pour l'émancipation, plein de choses, mais qui a évolué avec notamment Messali Hadj et qui a donné une dimension autour du nationalisme et autour de la question de l'indépendance. Or, là, il s'est retrouvé effectivement face à 2 problématiques. La première, face à l'État français de l'époque, qui effectivement, face à l'autonomie, il y a répression, mais pas seulement. Et c'est ça qui est aussi terrible, ce qu'on sait très peu. D'ailleurs, je discutais avec un historien et il me disait « faut surtout pas le dire ». Je dis « non, je vais le dire, justement ». Savez-vous qui a tué l'étoile nord-africaine ? Qui a dissous l'étoile nord-africaine ? Eh bien, ce n'est pas les réactionnaires de droite, ce n'est pas des méchants, on va dire. Eh bien, ce sont nos amis progressistes. C'est le Front populaire qui a dissous l'étoile nord-africaine. Et d'ailleurs, à partir de là, Messali Hadj a été aussi emprisonné. Et pour vous dire un peu les paradoxes, c'est important aussi de dire des choses qui font mal pour pouvoir, parce que l'histoire c'est l'histoire, et aussi cette affiliation-là. Pourquoi ? Parce que précisément, il y a eu un combat autour de cette question de l'autonomie d'une part, mais aussi autour de la question de l'indépendance. Et que nos amis progressistes de la République française n'étaient pas tout à fait d'accord pour les indépendances à l'époque. On gardait nos colonies et donc, pas question. Et donc, en gros, intégrez-vous dans nos structures traditionnelles, fermez-la et ça se passera bien. Et donc,
effectivement, un certain nombre de gens comme Messali Hadj, pour l'avoir trop ouvert, il s'est retrouvé. Donc, l'étoile nord-africaine a été dissoute en 1937, précisément, au mois de janvier, et par le Front populaire, malheureusement, encore une fois. Et donc, c'est en mars, quelques mois plus loin, toujours de la même année, à Nanterre, ville historique de l'immigration algérienne, de l'immigration du combat, qui a été créé dans un café algérien et déclaré à la préfecture sénéoise le PPA, le Parti du peuple algérien. Donc, je vous dis ça aussi pour vous dire que vous voyez l'aspect de résistance, dissolution, création. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'on ne se décourage pas comme ça, hein, à l'époque, et il y avait une véritable envie de se battre. Donc ça, c'est pour vous dire que cette histoire de mémoire de combat, que effectivement les jeunes ne savent pas, hein, parce qu'on a référence à un certain nombre de collectifs qui sont récents, qui sont tout à fait importants, mais cette histoire-là n'est pas connue. Et par ailleurs, je comprends pourquoi cet historien que je tairai dit « faut surtout pas le dire, Mohamed ». Voilà. Parce que ça fâche. Vous voyez, c'est parce qu'on a une représentation angélique des forces dites de progrès. Et donc, avec ça, il faut se dire que tout va bien et que tout le monde a participé au combat de l'émancipation. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, je voulais vous parler aussi de toute cette question du combat. Évidemment, on est obligé de passer, Sonia en a parlé tout à l'heure, par une histoire importante qui a été ce que nous on appelle l'autre 8 mai. Alors l'autre 8 mai, vous savez que depuis 2015, on se réunit à Place du Châtelet pour réclamer la reconnaissance de ce que nous appelons l'autre 8 mai. Et donc c'est le même 8 mai, mais c'est un autre. Alors c'est quoi précisément? C'est les fameux massacres de Sétif, Guelma et Kharata. Donc le 8 mai 1945, où une manifestation justement par le mouvement de Messali Hadj a été entraînée pour réclamer plus de justice, etc. Et puis aussi l'indépendance. Alors il se trouve que parmi les manifestants, il y avait un jeune scout, Saïd Boualal, qui a brandi un drapeau algérien pour la première fois. Et les gendarmes l'ont assassiné froidement. Donc à la suite de ça, évidemment, il y a eu une émeute, etc. Alors les historiens bien pensants me rappellent toujours qu'il y a eu, oui, c'est vrai, il y a eu 106 Européens qui ont été tués. Voilà. Et il y en a un, il me le rappelle tout le temps. Il me dit, ah, mais t'oublies pas ça de le dire. Oui, je le dis, très bien. Mais il y a eu combien d'Algériens, d'indigènes morts? Eh bien, il y a eu près de 40 000 morts. Et je me réfère aux travaux que je vous conseille d'un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Planche. Alors Jean-Louis Planche, c'est un ami aussi qui a fait un travail intéressant, puisqu'il a travaillé sur les archives de la CIA, de l'ex-CIA, et qui nous apprend quelque chose d'important, capital. Vous savez, souvent, les massacres, on croit que c'est sur 1 jour, 2 jours. Ben non, pas du tout. Les massacres de Sétif, Guelma et Kharata ont duré du 8 mai 1945 jusqu'au 30 septembre 1945. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on compte bien, ça fait 5 mois. Et ce n'est pas tout sur la question de l'invisibilité, sur la question de la domination, sur la question du corps d'exception. On parlait tout à l'heure en référence à Sidi Mohamed Barkat, un philosophe algérien, qui finalement parle du corps d'exception comme le fait que lors de ces manifestations-là, on a vu les corps se redresser. Parce qu'à l'époque, un bon arabe est un arabe qui se courbe. On ne peut pas se lever. Face au maître, il faut toujours baisser la tête. Et donc, pour la première fois, une manifestation digne de son nom, les gens étaient courageux, etc. Et c'est insupportable de voir un corps qui se redresse. Et là, donc, il y a eu cette idée de l'exception, voilà. Et c'est une des raisons de la férocité de ce massacre,
au-delà de la domination coloniale, etc., etc. C'est l'impensé de quelqu'un qui est debout. Voilà, tout simplement. Et on le verra d'ailleurs plus tard dans beaucoup de mouvements. Une des choses au niveau symbolique qu'on ne dit pas, c'est la question finalement de l'altérité, de l'égalité, d'être pareil, quoi. Hein, et c'est important aussi d'avoir cette grille de lecture qui est souvent cachée derrière des choses plus militaires, etc., qui ne sont pas à négliger. Donc pendant ces 5 mois, il y a eu un terrible massacre dans cette région de l'Est algérien. Et ce que l'on apprend aussi, et ce qui est important, c'est par les travaux de Jean-Louis Planche et à travers les archives des espions américains, qu'en fait, ils fouillaient les gens. Et quand ils trouvaient quelqu'un avec un écrit en arabe, il était abattu immédiatement. Pourquoi ? Parce que c'est insupportable qu'un arabe puisse avoir un écrit. Ça veut dire qu'il sait écrire et donc il peut peut-être éventuellement penser. Et donc, c'est un individu extrêmement dangereux qu'il faut éliminer immédiatement. Donc ça, c'est quelque chose aussi de complètement nouveau qu'on a et qui en dit long sur les représentations symboliques. Cette question que on nie aux autres la possibilité d'accéder au savoir, d'avoir du savoir. Eh bien oui, n'en déplaise. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément choqué dans ces lectures du fait que, voilà, qu'on ne peut pas penser un arabe avec une possibilité de lire et d'écrire. Voilà. Autre chose quand même important, je tire à grands traits sur cette période, qui va créer évidemment le nationalisme algérien, comme chacun sait ici. Il s'est forgé à ce moment-là sur le fait que c'est pas possible, c'est plus possible. D'autant plus que les dits algériens, appelés à l'époque indigènes, on les appelait les FMA, Français musulmans d'Algérie. Il y avait plein de nominations. D'ailleurs, on verra, c'est assez drôle, comique d'ailleurs, les appellations différentes, nord-africains. Voilà. D'un moment à un autre, vous avez une étiquette différente. Hein, c'est pour, justement, quand on ne veut pas reconnaître quelqu'un, on lui met à chaque fois une nouvelle étiquette. Oh bah tiens, tac, comme les pommes de terre. Ouais. Et donc, cette histoire-là, elle s'est faite sous l'égide de qui ? Qui était au pouvoir ? En fait, c'est ça la question. Qui était au pouvoir en 1945 ? Eh bien, c'était le fameux CNR, le Comité national de la résistance. Donc, c'est un gouvernement d'union nationale. C'est important aussi de rappeler ça. Et dans ce gouvernement d'union nationale, excusez-moi, il y avait une diversité politique. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même étrange que dans cette diversité politique, évidemment la gauche, la droite, le fameux général, s'est passé un crime abominable aujourd'hui qui n'est toujours pas élucidé du côté des forces de progrès. Alors, il y a un auteur, j'ai oublié le nom, qui vient d'écrire quelque chose, qui reconnaît quand même la responsabilité des gens qui étaient au pouvoir, de la droite et de la gauche, et qu'on ne pouvait pas dire « on ne savait pas ». D'accord ? Alors, le massacre, évidemment, il s'est fait par ce qu'on appelle les milices européennes, d'accord ? Mais aussi par l'armée française. Et l'armée française était sous le contrôle de qui ? D'un gouvernement, évidemment. Hein, parce qu'on ne fait pas quelque chose comme ça pendant 5 mois sans qu'il se passe rien. Donc, voyez-vous, je voulais dater ça de manière importante parce que pour dire qu'il y a une filiation dans le combat, dans la prise de conscience, mais aussi dans l'idée de l'invisibilité. On est en 2019 et cette histoire de l'autre 8 mai 1945 n'est toujours pas résolue en termes de reconnaissance précisément. Et donc c'est quand même grave. Et y compris aujourd'hui dans des organisations progressistes, quand vous leur en parlez, ils tournent la tête, ils sont pas... Voilà. Comme s'ils étaient responsables. Et non, ce qui s'est passé, c'est les
les gens qui étaient au pouvoir à l'époque, au nom du peuple français, sans lui demander son autorisation, ont fait un certain nombre de choses abominables qu'il serait heureux aujourd'hui de reconnaître, tout simplement. Parce qu'on dit, quand vous avez des gens qui vous disent « Oh ben moi j'ai honte d'être français », mais non, tu n'as pas honte d'être français, c'est pas le problème, c'est un problème politique. Hein, c'est ça. Et c'est ça qu'il nous faut élucider. Alors, ensuite, à coup de serpette toujours dans ces phénomènes de résistance et de corps d'exception et d'invisibilité. Le 17 octobre 1961, je fais un grand saut, et là, vous connaissez ce moment important, et encore une fois, ma référence au philosophe Sidi Mohamed Barkat est importante parce que, au-delà du travail important qu'ont fait un certain nombre d'amis, comme notre regretté Jean-Luc Einaudi, évidemment, qui était un ami avec lequel on travaillait, eh bien, cette manifestation pacifique, rappelons-le, qui a rassemblé entre 30 et 40 000 personnes de la région parisienne, a été noyée dans le sang. Évidemment, j'étais à la scène, etc., les tortures, mais au-delà, il y avait une expression à l'époque qui s'appelait « les expulsés vers les douars d'origine ». Qu'est-ce que ça veut dire? Les expulsés vers les douars d'origine. En fait, ils ont été expulsés vers un truc abominable qui s'appelle les camps de la mort, qui ont été votés par les pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs spéciaux, en 1956, sous le sinistre, à l'époque, socialiste qui s'appelait Guy Mollet, qui avait demandé le vote à l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale ici. Et donc pour mettre en place les pouvoirs spéciaux. Alors les pouvoirs spéciaux, c'est quoi? C'est conférer les pouvoirs de police à l'armée. Donc vous savez que chacun son boulot. Quand vous donnez le travail de police à l'armée, vous êtes en démocratie, on n'est pas sûr que le boulot soit bien fait. Déjà la police, on peut s'inquiéter, mais alors l'armée, c'est encore un autre. Donc ça a conduit quoi? Des camps en Algérie, des regroupements, des tortures, des massacres abominables. Et le 17 octobre 1961, le grand mensonge qu'on a donné à l'époque, c'était de dire on les expulse vers les douars d'origine. Et en fait, ces douars d'origine, eh bien, c'était vers ces camps-là. Alors, juste quand même, j'ai oublié de vous dire, alors qui a voté les pouvoirs spéciaux à l'Assemblée nationale? Eh bien, ça a été voté à l'unanimité, droite et gauche. C'est terrible aussi, ce constat-là, parce que c'est important aussi de le savoir, hein, pour voir ces phénomènes de reproduction, et puis aussi essayer de comprendre pourquoi. Comment se fait-il qu'il y a un vote comme ça, comme un seul homme, entre la droite et la gauche, pour finalement, on le sait, une répression terrible des citoyens qui n'étaient pas des citoyens, bien évidemment. C'était toujours les indigènes, les FEMA, etc. Donc, sur ce 17 octobre 1961, j'en parlerai tout à l'heure, nous avons mené un combat très important, nous, pour cette mémoire de combat, pour faire en sorte qu'il puisse exister dans la mémoire collective. Et puis aussi d'un point de vue pédagogique, éducatif, pour les jeunes, etc. Alors, l'association Les Oranges a monté une pièce inédite en France, une pièce de théâtre dont j'ai eu l'honneur de jouer avec le regretté Adel Hakim, qui était le directeur du théâtre de Ivry, pas loin, parce qu'on pense que c'est aussi important, l'action. Je veux dire, faire des constats, c'est important, mais mettre en œuvre des actions qui permettent au plus grand nombre de connaître, parce que les livres, c'est vraiment super, il faut les diffuser, il faut que la lecture passe, mais en même temps, il y a des choses qui passent par l'émotion, par l'expertise de l'émotion, la vie, quoi. Et le théâtre est un des facteurs très, très importants pour faire passer et puis pour amener parfois à la lecture et à la connaissance. Alors,
avant de passer justement à toutes ces actions, quelques actions qu'on a faites modestement, je voulais vous parler quand même d'un mouvement qui a été complètement oublié et qui est un mouvement de la dignité. Il s'agit du MTA, le mouvement des travailleurs arabes dans les années 70. Le mouvement des travailleurs arabes a été un moment très important. C'est même un des rares, presque uniques, où il y a eu cette idée de combattre les injustices dans leur globalité. Le racisme, mais aussi ce qui se passait dans les entreprises, hein, et les phénomènes de reproduction dans les entreprises, de discrimination, mais aussi d'aliénation et un certain nombre de choses comme ça. Et donc le MTA, c'est quoi au fond, il est l'héritier des comités Palestine. Je suis très heureux qu'il y ait ce drapeau ici. Comité Palestine, à l'époque, qui avait été créé dans les années 70 aussi. Et ces comités Palestine ont été créés par des étudiants, mais aussi des travailleurs d'origine du Maghreb. Pas seulement, il y avait aussi des gens du Liban. Ces comités Palestine avaient pour objectif de porter la cause palestinienne. Hein, la cause palestinienne, suite à ce que vous connaissez probablement, la guerre de 1967, qui a annexé la Cisjordanie-Gaza et qui a fait un terrible flux de réfugiés dans les pays arabes, mais pas seulement. Et ce flux-là de réfugiés a posé un problème important aux pays frères, comme on dit. Et on va voir qu'ils ne sont pas si frères que ça. Dans certains cas, on n'est pas tous frères, parce qu'il y a des enjeux évidemment violents de pouvoir. En Jordanie particulièrement, puisque c'était là-bas le siège de l'OLP, eh bien, le fameux roi Hussein de Jordanie, à l'époque, en septembre 1970, qu'on a appelé le Septembre Noir, eh bien, il a ordonné à son armée de massacrer les Palestiniens. Et donc, il y a eu entre 10 000 et 20 000 morts, ce qui est énorme, vous imaginez, et le départ de l'OLP vers le Liban. Donc, à la suite de ça, on voit, il y a eu vraiment un sentiment, un double sentiment d'injustice, vous imaginez, à la fois l'armée d'Israël, qui est évidemment considérée comme des adversaires, des ennemis, au moins clairs, mais que les Jordaniens, le roi ordonne ce massacre-là, eh bien, ça a été un choc énorme, énorme. Donc c'est à la suite de ça que ces comités Palestine se sont créés en France et ont mené un véritable combat. Alors, parmi ces acteurs qui vont créer ensuite le MTA en 1972 précisément, eh bien, il y a cette idée, il y a deux idées importantes. L'idée de la nation arabe, et l'idée aussi du soutien à la Palestine, mais l'idée aussi de l'émancipation, parce qu'il y avait beaucoup de maoïstes, de gens de l'extrême gauche, etc., etc. Et donc, on verra que ça ne va pas être facile, la création du MTA, parce qu'il parle, enfin, moi je travaillais sur les archives récemment, et je vois beaucoup le mot masse populaire arabe, des choses qui aujourd'hui, vous en parlez, les gens rigolent, les masses populaires, etc., etc. Donc, toute une terminologie importante. Hein, et donc, l'idée, c'était qu'il y ait un processus d'identification entre la misère que vivent les travailleurs immigrés à l'époque de ces années 70 et ce que le drame du peuple palestinien. Il voulait faire un peu la jonction des deux. Et puis ensuite, l'idée aussi, c'était une alliance avec la classe
ouvrière. Parce que l'idée, c'est quand même, on est des ouvriers, et donc, et là, vous allez voir que c'est pas si simple non plus. Parce que, au fond, et très rapidement encore, parce que je n'ai pas le temps, il y a, tu me dis si je dépasse l'horaire, je suis un grand bavard, donc ce qui se passe, c'est qu'au fond, eh bien, il y a cette idée d'envie d'alliance avec les organisations ouvrières, de la classe ouvrière française, pour mener des actions communes contre l'exploitation, contre les discriminations, etc. Et en même temps, un désir profond de rester autonome. L'idée, c'est quand même la recherche de l'autonomie, c'est-à-dire que, voilà, on est ensemble, mais on a un peu quelques différences. D'autant plus que le mouvement des travailleurs arabes voulait prendre en charge à la fois la lutte dans les usines, mais aussi en dehors des usines, c'est-à-dire dans les quartiers. Et là où vivaient les gens. Et où vivaient les gens, notamment les travailleurs maghrébins à l'époque, beaucoup dans les foyers Sonacotra. Et l'idée, c'était aussi de lutter. Donc, il y a eu d'ailleurs une grève très importante en 1973 de lutte contre les loyers chers et contre ces fameux cercueils dans lesquels vivaient les travailleurs immigrés. Et ça, les organisations traditionnelles, c'était pas un peu leur crèmerie, c'était pas trop leur truc. C'était, voilà, on lutte dans l'usine, à l'intérieur de l'usine, mais dehors, c'est... et donc, le MTA s'est dit, nous, on prend en charge cette dimension-là, qui n'est pas prise en charge, etc. Et donc, petit à petit, leur mobilisation a eu un écho très important. D'ailleurs, se sont joints des intellectuels tels que Jean-Paul Sartre, Michel Foucault et d'autres, et qui ont popularisé un peu, parce qu'ils avaient quand même de la ressource et de la stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on voit les choses toujours en termes de misérabilisme, mais les combats héritiers de l'immigration sont aussi des combats efficaces dans leur temps. Évidemment limités, parce que malheureusement les ressources financières, etc., ne durent pas longtemps, puis les gens s'usent, etc. Et c'est pour ça qu'on a une difficulté dans la transmission. On parlait tout à l'heure sur la marche. C'est cette difficulté-là de la question de la transmission par rapport à la conscience politique, notamment chez les jeunes gens qui n'ont pas... à l'école, on ne leur enseigne pas ce qu'on est en train de dire ici, bien évidemment. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire, sur la question du mouvement des travailleurs arabes, aucun livre n'a été consacré, aucune recherche. J'ai trouvé 3 articles, et il y a évidemment les archives du fonds Saïd Bouziri. Saïd Bouziri, qui est un acteur important comment dirais-je, de ce mouvement des travailleurs arabes, qui a été, encore une fois, très important. Et donc, il s'est retrouvé, ce mouvement, en concurrence. Et donc, on l'a traité de quoi, à l'époque? Eh bien, de la même manière que lorsque les Français héritiers de l'immigration coloniale, en 80, 90, enfin, tous les années que ça, il y a un truc qui vous tue, on peut vous traiter de pédophile et ça vous reste à la peau. Vous avez beau dire mais non, moi je suis pas. Eh ben si. Et c'est le mot communautariste. Communautariste, oui, j'ai retrouvé ça. Et donc les gars, ils étaient attaqués, comme si vous traitez quelqu'un de pédophile. Pareil, voilà, communautariste. Et donc là, c'est compliqué. Alors, vous avez beau dire, le mouvement des travailleurs arabes était un mouvement laïque, c'était un mouvement universaliste, c'était un mouvement qui voulait l'émancipation des travailleurs dans le monde entier, internationaliste. C'est quand même pas rien. C'est pas... Voilà. Mais il disait qu'il avait un travail de fond, de spécificité. Voilà. Et donc, on l'a traité de ça. Et le deuxième traitement, mauvais insulte, c'est vous divisez la classe ouvrière. Alors ça, avec ces 2 trucs-là, vous êtes morts. Voilà.
vous êtes morts, carbonisés, etc. Eh bien, ça n'a pas été le cas, puisque justement, ils ont des ressources, les gars, à l'époque. Mais il y avait aussi des femmes. Hein. Je dis les gars, vous voyez, lapsus. Il y avait des femmes aussi. Et donc, qui luttaient pour avoir des ressources et des alliances et pour pouvoir s'inscrire dans la durée. Voilà. Alors, j'invite, hein, s'il y a des jeunes chercheurs qui sont à l'université, qui ont envie de faire un travail sur le mouvement des travailleurs arabes, il y a un champ des possibles parce que le fonds Bouziri, il existe à la Contemporaine de Nanterre, la fameuse BDIC à l'époque, et je peux vous assurer qu'il y a plein de cartons et il y a de quoi faire un livre. Voilà, si quelqu'un veut y aller, il est... je pense que c'est ça aussi, c'est les sciences sociales devraient inviter justement à travailler sur ça, et notamment, et on voit que dans les orientations, il y a des oublis comme ça. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le MTA de manière... Ah oui, d'accord. Eh ben j'arrête ou Ben non, voilà, je conclus, voilà, très rapidement. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a une permanence dans le combat des immigrés et de leurs descendants, mais que cette invisibilité empêche la connaissance et donc la transmission. Parce que il vous manque des bouts, quand on parle à des jeunes de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, ils vous disent SOS racisme. Je dis, ah non, alors on passe 3 heures à expliquer, etc. C'est pas du tout ça, que ça, c'est une arnaque du Parti socialiste à l'époque. Voilà. Donc, la violence coloniale et le corps d'exception, je vous en ai parlé un petit peu l'autre 8 mai, ça y est. Donc, un petit peu pour passer très vite, puisque le temps presse, sur les résultats de nos combats et les difficultés de transmission. C'est très important, parce que moi, il me semble que c'est important aussi de donner de l'espoir aux jeunes et de dire qu'il y a toujours un champ des possibles pour l'émancipation de tous, pour le fait qu'on se retrouve tous dans des combats, oui, pour l'émancipation, je n'ai pas d'autres mots, mais à condition qu'on ne fasse pas fi de l'histoire et de toute l'histoire. Or, les Français sont amputés d'une grande partie de leur histoire coloniale qui fait partie de l'histoire de France. Parce que quand on parle du 17 octobre 61, du 8 mai 45, etc., mais c'est l'histoire de France. C'est pas l'histoire des Algériens ou des machins, etc. Non, non. Et c'est les Français qui sont amputés d'une partie de leur histoire. Et je trouve que c'est dommage. Donc, parce que souvent, les réactionnaires ou les racistes vous renvoient à dire « Mais ouais, mais ça, c'est votre histoire, c'est pas la nôtre, etc. » Non, non, c'est la nôtre commune. Puisque, d'ailleurs, nous étions sous le joug colonial. Donc, et c'est au nom du peuple français que ça s'est fait. Donc, au niveau du travail qu'on a pu mener dans l'association Les Oranges, pourquoi ? Pour moi, il me semble que la question de l'histoire, la question de la mémoire, doit être inscrite dans l'espace public. C'était une idée qu'on a eue comme ça depuis 25 ans, et on y a travaillé, parce que l'idée, c'est comment transmettre. Et l'espace public, c'est un moment important. Vous voyez beaucoup, l'avenue Lénine, l'avenue Maurice Thorez, l'avenue je ne sais pas quoi, le Charles de Gaulle, etc., etc. Tout ça rappelle des hommes importants, etc., dans l'histoire. Mais vous ne verrez jamais la rue Abdelmalek Sayad, du nom d'un grand sociologue qui a travaillé avec Pierre Bourdieu dans les années 60. Eh bien, nous avons réussi à le faire, oui. 20 ans de boulot. Mars 98, eh bien, jusqu'à présent, on a inauguré, donc, en 2013, le groupe scolaire Abdelmalek Sayad et la rue Abdelmalek Sayad à Nanterre, donc ville historique. Ça, c'est pas tombé du ciel, hein. C'est pas les élus qu'on dit ouais, ils sont sympas, on y va. Non, non, c'est un combat. Attention, rien ne se donne, tout s'arrache dans les luttes. Toujours, c'est comme ça. Si on croit que les choses vont tomber comme ça du ciel, ça marche pas comme ça. Et puis même une fois qu'on a obtenu, on essaye de nous effacer, en disant mais c'est nous qui avons fait ça.
Alors, heureusement que les archives parlent maintenant, aujourd'hui, avec Internet, tout ça. Nous avions fait une inauguration symbolique avant même. On a eu une bataille importante contre Sarkozy à l'époque, pour le fameux collège qu'on souhaitait appeler. Et on a eu la bonne idée, maintenant, de faire une inauguration symbolique avec le bleu, blanc, rouge, le machin et tout. Et puis, on a inauguré un truc qui n'existait pas. Et donc, du coup, c'est dans les archives. Et du coup, les faussaires qui tentent de se dire bah, c'est à nous, c'est nous qui avons fait ça. Pour qu'effectivement. Et d'ailleurs, c'est stupide, parce qu'il suffirait de dire que nous l'avons fait ensemble, et c'est vrai, plutôt que de dire bah, je l'ai fait. Non, tu ne l'as pas fait, nous l'avons fait. Et nous avons initié. Et nous avons mené un combat très important. Donc, c'est quoi cette affaire? Encore une histoire d'invisibilisation, de tentative d'invisibilisation. Vous voyez, le fil, il est toujours là. Cette idée que vous n'existez pas, vous n'êtes rien, et on vous renvoie à rien, et vous ne faites rien. Non, mais c'est faux, on fait. Et là, ce que je viens de vous prouver par cette socio-histoire, fait qu'il s'est passé des choses et que nous avons combattu. La deuxième chose importante, c'est le boulevard du 17 octobre 1961. Qui aujourd'hui, encore une fois, depuis 30 ans, et c'est pas seulement les Oranges, on est avec plein d'amis, collectifs, associations, etc. Eh bien, il y a un boulevard du 17 octobre 61, et il y a également et là qui longe la préfecture de la Défense à Nanterre. Donc ça aussi, ce fut un combat très important, parce qu'encore une fois, en fait, les élus, ils ont peur. Je me suis rendu compte qu'ils ont peur. Il y a une espèce de trouille comme ça. Oh, en politique, il faut du courage. Il y a un SMIC de courage, sinon on ne peut rien faire. De courage. Les ouvriers sur lesquels on a tiré dessus à balles réelles, ils ont été manifestés, on les a assassinés. Là, les éborgnés des Gilets jaunes, ils ont du courage. Il faut du courage. Mais si vous êtes élus, mesdames, messieurs, c'est pour traduire ce courage en choses concrètes. Donc voilà, ce fut aussi une très très longue bataille. Et évidemment, le 8 mai 45, elle en a parlé, Sonia, très bien, c'est aussi un moment très important et magique, puisqu'on a fait un truc très très important. Il se trouve que j'ai croisé une élue pour une manifestation en solidarité avec la Grèce à l'époque, avant que Tsipras, voilà, et malheureusement, bon, mais c'est la vie. Comment cette dame, on a parlé un petit peu comme ça, elle me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis bon, moi je bricole des trucs sur la mémoire. Ah bon, c'est intéressant. Et puis on a fait connaissance comme ça, et elle me dit mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, Mamet? Je dis bah tu fais de la politique, toi, t'es élu. Elle me dit ah oui. Je dis bah écoute, je te propose de faire un vœu au Conseil de Paris pour faire en sorte que le président de la République puisse reconnaître ce crime d'État. Parce qu'il s'agit d'un crime d'État. Eh bien, au départ, on a commencé à bricoler sur Internet. Maintenant, c'est bien, on peut bosser chacun chez soi. On était 2-3, on a travaillé, on a fait un texte. Il a été proposé au Conseil de Paris et il a été voté à l'unanimité. C'est-à-dire avec des gens comme un certain Goasguen. Vous voyez qui c'est, celui-là? C'est un mec, pas dire, mais pas tout à fait entendre. Voilà. Donc, le champ des possibles est possible quand on est déterminé, quand on travaille pour une cause juste et quand on associe les gens, et tout en respectant la question de l'autonomie, et donc pour sortir de notre invisibilité de manière déterminée. Et je vous remercie.